Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode spécial Saint-Jean du podcast des nous, où nous allons explorer brièvement la bande dessinée québécoise. Ouh. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de BD québécoise, en cette période où la Saint-Jean se rapproche, la fête nationale du Québec. La bande dessinée québécoise est aujourd'hui reconnue pour ceux qui connaissent son existence, surtout pour être de la bande dessinée d'auteur, c'est-à-dire beaucoup de BD autobiographiques, un peu aussi un peu d'expérimentation, le genre de choses qui sont beaucoup publiées en Europe chez une maison d'édition telle que par exemple l'Association et de nombreux petits éditeurs. C'est un peu la spécificité du Québec. Il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées très commerciales à l'heure actuelle. Quand la BD la plus commerciale au Québec, éditée au Québec, c'est probablement la série des Pauls, qui est franchement pas une série très commerciale à propos de la vie d'un homme, sa jeunesse, c'est ce qui lui arrive dans sa vie adulte. Il y a certaines personnes qui vont utiliser le terme de roman graphique, un terme que personnellement je déteste profondément. En fait, roman graphique est un terme qui ne veut pas dire grand-chose excepté le fait de vouloir cacher le fait d'être de la bande dessinée, qui est vu comme un art de piètre envergure. En anglais, ça fait du sens, le terme de graphic novel, puisqu'en fait, c'est utilisé pour différencier certains comics. En fait, la plupart des comics américains paraissent sous forme de fascicules, de genre de revues, comme ce magnifique étonnant Spider-Man, traduit par Héritage. Donc, c'est habituellement ce format qui est privilégié aux États-Unis. Dès qu'une bande dessinée est publiée dans un autre format, on considère que ce n'est plus un comic book, qui est le terme utilisé pour ce genre de revue. On utilise le terme de graphic novel, mais ça peut être très varié ce qui est un graphic novel. Donc le terme de graphic novel peut être utilisé aussi pour parler d'un recueil de plusieurs numéros d'un comic book tel que cette intégrale de Watchmen, qui est un comic en anglais, pas traduit. Donc, mais graphic novel, ça peut être utilisé aussi pour plein d'autres choses, telles que, par exemple, la traduction américaine de bande dessinée franco-belge. Oui, ça serait du graphic novel. Même si c'est dans un style classique traditionnel tel que Astérix, Tintin et Spirou. Ça pourrait être aussi des petits livres pour la jeunesse. Mais bien évidemment, ça peut être aussi des comics plus underground, ce qui se rapproche de ce qu'on pourrait entendre par roman graphique. Souvent, quand on parle de roman graphique, on veut dire des choses plus indépendantes de l'œuvre d'auteur, telles que de la bande dessinée autobiographique, telle que ce Non-Aventure de Jimmy Beaulieu, où l'auteur raconte sa vie, comment il est devenu libraire, puis auteur de bande dessinée, son couple, tout ça. Ça peut être aussi quelque chose un peu comme la BD un peu plus reportage, où l'auteur se retrouve dans
un contexte particulier et rapporte un peu ce qu'il voit là-bas, comme Guy Delisle qui est allé à Shenzhen et qui raconte un peu sa vie à Shenzhen. Oui, c'est autobiographique, mais c'est autobiographique dans un cadre particulier où il est presque plus question du cadre que de la vie de l'auteur, même si c'est entièrement de son point de vue, où il ne voit pas tant de choses que ça. Pour certains, le roman graphique, ça remonte à Métal Hurlant, Heavy Metal, pour les Américains. Donc, ceci correspondrait à l'origine du graphic novel, du roman graphique selon certains, avec des bandes dessinées plus expérimentales, telles que les bandes dessinées de science-fiction de Casa, par exemple. Bon, évidemment, le plus connu, c'est Moebius, mais j'ai ce bel album de Casa. Avec un dessin extrêmement fou, mais un cadrage très différent, un type de narration très différent de ce qui se fait traditionnellement dans la bande dessinée, dans le comic. Il y en a aussi certains pour qui le roman graphique se rapproche plutôt de ce que proviendrait plutôt de ce que a fait À Suivre, donc les éditions Casterman, telles que par exemple cet album Des Cités Obscures par Schuiten et Peters, où on a un long récit qui a une construction plus classique peut-être que ce qu'on voit dans Métal Hurlant, quoique cet album est peut-être pas l'exemple le plus classique dans un certain sens, mais une narration plus traditionnelle, mais un long récit qui fait beaucoup de pages. Mais pour certains, c'est vraiment plus la pratique indépendante d'auteurs actuels, tels que en publie l'association, tels que Persepolis de Marjane Satrapi, qui dans un dessin somme toute assez inhabituel pour quelqu'un qui lit Tintin, Spirou et les Schtroumpfs. Bon, évidemment, ils sont pas tous nécessairement aussi volumineux, ça c'est un intégral de Persepolis. Mais si la bande dessinée québécoise a une image de présenter beaucoup de bandes dessinées d'auteurs, ça signifie pas qu'il n'y a pas de bande dessinée commerciale et qu'il n'y a pas d'auteurs. Ça signifie pas non plus qu'il n'y a pas d'auteurs québécois qui vont publier ailleurs. Justement, Guy Delisle, par exemple, a édité beaucoup ses livres en Europe. Mais un exemple qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, Les Nombris, par Delaf et Dubuc, édité chez Dupuis, qui paraissait dans le journal de Spirou. Détail moins connu, la série a au début été publiée dans Safarir, une revue québécoise. Même si c'est québécois, ça peut tout à fait être lu par un public européen. Ce sont des gags en une page, très, très amusants, par un auteur qui a du talent et qui ferait bien d'exploiter son talent de manière originale, comme il l'a fait avec cette série, plutôt qu'en reprenant du Gaston Lagaffe, selon moi. Donc la bande dessinée québécoise peut être tout à fait commerciale. La BD québécoise, si elle est maintenant une approche de BD d'auteur assez proche de ce qu'on entend par les romans graphiques en général, elle est plus ancienne que ce qu'on pourrait le penser. En fait, elle a commencé au tout début du 20e siècle dans les journaux sous forme de strip comique. Mais seulement ce sont des comics qui n'ont pas nécessairement pu rester dans le temps parce que les Américains, avec leur syndicat de comics, se sont imposés dans tous les journaux.
Donc les bandes dessinées québécoises n'ont pas pu continuer à y paraître. Les BD québécoises ont continué par la suite, plus ou moins, principalement dans des publications pour la jeunesse catholique de petite envergure que personne ne connaît. Il y aura tout de même éventuellement une certaine exception avec Onésime par Chartier. Une bande dessinée qui paraissait dans le bulletin, bulletin des agriculteurs, une revue régionale, lue entre autres beaucoup par les fermiers. Une bande dessinée de gags en une page qui démontre la culture du Québec dans ces régions. Même si les personnages ne disent pas des gros mots, on y exprime le québécois tout de même. Et c'est très, très, très québécois. Et c'est une bande dessinée assez historique. Ça a commencé en 1943. Et ça a été publié jusqu'en 2002. Mais bon, à partir de... Souvent, ça lui arrivait de refaire des nouvelles versions d'anciens gags. Et à partir des années 80, il a de plus en plus commencé à tout simplement retoucher ses anciennes planches. À partir de 1995, c'était pas mal juste de la republication. Mais c'est une bande dessinée qui a marqué la culture québécoise, même si elle a tendance à être oubliée aujourd'hui. Oui, j'ai un signet. En fait, c'est un livre que je n'ai entamé la lecture qu'assez récemment et que j'ai mis en pause pour pouvoir lire mes acquisitions récentes au Festival BD Montréal. Éventuellement, dans les années 70, il va commencer à y avoir plus un phénomène de fanzine, d'autopublication par leurs auteurs, qui va aboutir à la fin des années 70 à l'arrivée d'une revue, pas une revue de bande dessinée, mais une revue humoristique, la revue Croc. C'est une revue qui est bien sûr totalement inconnue en Europe, je présume. Pour n'avoir, même si je n'ai jamais lu Harakiri, j'ai l'impression que ça doit en être assez proche. C'est une revue satirique, sociale, avec des textes incisifs, des parodies de publicité, des romans photos, des bandes dessinées plus underground. C'est une revue qui se démarque beaucoup. Quand je dis plus underground, je veux dire un style plus underground, puisque Croc est une revue qui paraissait partout au Québec pendant des années. Donc j'ai ce cartable qui est un recueil de nombreux magazines, de nombreux numéros de la revue Croc publiés dans les années 80. Donc je vais juste feuilleter un numéro, le premier de ce cartable, pour vous donner une idée de ce que pouvait être la revue. Donc, comme je disais, il y avait des photos théâtre, des bandes dessinées sous forme de photos. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, la revue Croc est intégralement lisible gratuitement et légalement sur le site de BANQ. Du moins, c'est accessible au Québec, je ne sais pas si c'est accessible en Europe. Gaboury est un auteur qui se démarquait, entre autres, par faire à tous les numéros plusieurs gags en une page sur la thématique du numéro, avec un dessin très cartoon, mais un humour assez violent. Donc, on a de l'humour politique. Sombre Vilain, d'une série dont personnellement je ne suis pas fan, mais qui a beaucoup marqué, avec ses gags incisifs sur quelqu'un qui veut être maître du monde. Garnotte est aussi un auteur qui s'est fait pas mal apprécier. Il y avait tout plein d'articles de rédaction, donc c'était
C'était pas juste une revue illustrée, il y avait beaucoup de textes, ce qui veut dire que c'était vraiment pas une revue pour les enfants, ça s'adressait clairement à un public adulte, comme le prouve le fait que c'est un catalogue de blagues érotiques ici. Bon, c'est pas parce qu'il y a des jeux dans ce numéro que ça veut dire que c'est pour enfants. Justement, un jeu sur le rapatriement, c'est très politique. Donc Gabouri de nouveau. Ah, les fameuses chroniques avec des textes de rédaction sur divers sujets par divers rédacteurs. Ah, Michel Riche, qui est une série fameuse de Réal Goldbout et Pierre Fournier, où c'est un peu... c'est une bande dessinée très remarquable. Retour de Gabouri. Tiens, sombre vilain encore. Ah, Rock Moisan, c'est... Il me semble que ça a une certaine réputation. Donc voilà. Un petit exemple de la revue Crow. Et la revue Crow va continuer à apparaître jusqu'au milieu des années 90. Où, bon, évidemment, elle va subir un peu l'influence de la concurrence et aussi, de par la baisse de son succès, mettre un niveau un peu abusif de publicité. Donc, Gabouri est toujours là. Il y a toujours du rédactionnel et des photos à foison. Il y avait aussi Goldstein qui faisait Toto le Bosniaque, une bande dessinée qui avait l'air fort sympathique, mais qui n'a pas duré, vu que Crow a fait faillite pas tellement longtemps après ce numéro-là. Mais l'auteur a continué sa carrière dans les débrouillards, ce qu'il faisait déjà avant d'ailleurs. Ah, Red Ketchup par les auteurs de Michel Risque.
Il y a eu pas mal de bandes dessinées emblématiques dans Crow, telles que par exemple justement Michel Risque. Michel Risque, c'est une sorte de parodie. À l'origine, le concept, c'était de faire une parodie de bandes dessinées d'aventure traditionnelles, telles que les aventures de Bob Moran, avec d'innombrables références à plein d'histoires qui n'ont jamais eu lieu, puisque c'était la première histoire, publiée dans un fanzine de l'époque. Le personnage a eu une coupe d'histoire ainsi. Et éventuellement, ça a commencé en 1979 dans Crow, avec encore une courte histoire, mais cette fois-ci en deux parties. Après ça, il y a eu une autre histoire en deux parties où on a voulu essayer un scénariste différent, Claude Meunier. Mais les auteurs ont enfin eu l'opportunité par la suite de continuer leur série sous forme d'histoires éternellement à suivre, en reprenant exactement où s'étaient arrêtées les histoires précédentes. Donc, c'est de l'aventure traditionnelle, très réussie. Les auteurs ont su raffiner leur style au fil des années. Dans la publication de la revue Crow. Éventuellement, dans une aventure de Michel Risque, ils vont créer un autre personnage, Red Ketchup, un agent du FBI fou et drogué, qui va éventuellement avoir sa propre série. À l'origine, si Red Ketchup a été créé dans la série Michel Risque, il a eu sa propre série dans une revue différente, publiée par le même éditeur que Crow, Titanic, qui se voulait une revue de bande dessinée, mais qui n'a pas duré. S'ils ont choisi comme nom Titanic, c'est parce qu'ils savaient que c'était risqué, en plein dans les années 80, de se lancer dans une revue de bande dessinée. Donc, quand la revue Titanic a cessé, Red Ketchup a déménagé dans Crow. L'intention des auteurs était d'alterner entre les deux séries, mais c'est Red Ketchup qui a vraiment pris la relève avec des histoires ayant le format d'album traditionnel franco-belge, même si ils étaient édités dans la revue par coup de quelques planches et que à l'époque, il n'y a pas eu tant d'albums que ça. Maintenant, l'intégralité de la série est à peu près est publiée en album. Donc, c'est en couleur. Et c'est fou. Personnellement, j'ai une préférence pour Michel Risque parce que j'ai une affection pour l'aventure traditionnelle de la bande dessinée. Mais Red Ketchup, c'est excellent. Je suis totalement fan. Et justement, la Pastèque qui a réédité les albums et édité tout ce qui avait été publié dans Crow a permis aux auteurs de continuer l'histoire qui était en cours dans le dernier numéro de Crow, Elixir X, avec donc du nouveau contenu. Par contre, malheureusement, l'édition n'inclut pas l'histoire courte qui était parue dans un numéro de Safari après que Crow ait cessé d'exister. Je crois qu'il y a aussi eu dans un journal, je me rappelle plus si c'est Le Devoir ou La Presse, une autre BD. Et il n'y aura vraisemblablement pas de suite. Je crois que Fournier est malheureusement décédé. Une autre
série qui va se démarquer dans le gros, c'est Jérôme Bigra, avec un banlieusard, mais un humour extrêmement absurde et qui joue avec le visuel de plein de façons. C'est un peu comme Philémon d'une certaine manière. C'est vraiment très riche et très amusant. Qui a donné plein de belles choses. L'auteur a essayé de se relancer après chez Safari, mais ça n'a pas vraiment marché. Ben, il fait des albums. Justement, il a fait l'album Le fond du trou, dans lequel il y a un trou au milieu de l'album, littéralement. Et les personnages s'en servent comme pour se déplacer d'une page à l'autre ou plein de choses comme ça. C'est très amusant. Un autre auteur qui s'est démarqué, à mon avis, dans le gros, c'est Claude Cloutier, notamment avec sa légende des Jean-Guy. Une bande dessinée extrêmement amusante et très absurde, qui critique un peu la société, mais de manière détournée, avec des animaux fantastiques. C'est très drôle. Il va y avoir aussi une autre revue importante, c'est la revue Safarir. Une grosse différence entre Crow et Safarir, c'est que Safarir est avant tout une revue illustrée. Il y a peut-être un peu plus de bande dessinée, mais surtout, il y a beaucoup d'illustrations, il y a assez peu de rédactionnel. En même temps, la revue s'adresse peut-être à un public un peu plus jeune, peut-être plus les adolescents que les adultes, et même les préadolescents. Moi-même, j'ai connu cette revue quand j'étais préado. Voici un numéro. C'est un numéro spécial qui était 15e anniversaire, mais ça va justement donner l'opportunité de donner une idée de la revue Safarir, qui malheureusement n'est pas disponible sur le site de BNQ comme gros. Mais vous pouvez consulter les numéros à la collection nationale, je présume. Donc évidemment, là aussi, il y a des parodies. Bon, ce numéro-là date d'après la fin de Crow, où Gabouri a déménagé. Plutôt que de faire des gags en une page, il s'est mis à faire diverses BD, principalement des strips dans 2 pages, mais cette fois-ci c'est une BD en 2 pages, j'ai l'impression. Donc ils ont fait beaucoup de parodies de télévision et de films que je trouve à l'intérêt plutôt anecdotique, puisque c'était pas très recherché. Durant une courte période, il y a eu à l'intérieur de la revue une section SAF BD. En fait, c'est arrivé à 2 reprises, où ils mettaient de la bande dessinée de l'avant, et pas nécessairement uniquement le genre de bande dessinée publiée traditionnellement Safarir, ce qui faisait un vent frais, qui n'a malheureusement pas duré. Pour ce numéro-là, ils ont décidé de faire revenir des revues, des séries publiées antérieurement dans la revue, entre autres. Shérif Babette, une série que je trouve assez quelconque de Mario Malouin, un auteur qui a beaucoup de talent, mais qui l'utilise pas toujours très bien. Bishop, une série plutôt anecdotique des débuts de la revue Safarir. Le Docteur Grognon, une bande dessinée pas mal par un auteur qui a beaucoup de talent, de Nevers, mais qui a fait de meilleures choses. Parker et Badger, une série qui est plus connue pour Safarir, pour la revue Spirou, chez Dupuis. Mais dans cette histoire-là, Parker et Badger rencontrent Norma, une héroïne d'une série que l'auteur faisait dans Safarir avant. Bon, l'auteur n'est pas québécois, mais il y a une époque qui travaillait il a travaillé au Québec à une époque. Malice, une bande dessinée qui était très prometteuse par
par Steve Requin et Don Evers. Malheureusement, ça l'a pas donné tant de choses que ça, mais ça a été une histoire à suivre, ce qui est plutôt rare dans l'histoire de Safarir. Il y avait des gadgets parodiques. Archibald, une bande dessinée à propos d'un cannibale. Guerre et paix. Sans doute que Mario Malouin a fait de meilleur dans sa carrière. C'est vraiment une bande dessinée excellente. Malheureusement, je n'ai aucun album de cette série. Tijan, une série très quelconque que Gabouri a faite. Bébite aussi, une série des débuts de Safarir. Joe Atlas, c'était une série assez sympathique dessinée par Don Evers. Parodie d'aventure, plus à l'Indiana Jones. L'Académie des chasseurs de primes. C'était sympathique, mais ça avait surtout le fait que c'était assez différent de ce que publie Safarir en général. Gros con le monstre, une série qui a eu beaucoup de succès pendant des années dans la revue. Les choses qu'on entend dire, une chronique traditionnelle de 2 pages avec une grosse illustration. Ah. Minus. Ça, c'était plutôt sympathique. Quoi, il me semble qu'il y avait le négatif qui utilisait le même style de mise en page qui était encore meilleur. Safarir jaune, une chronique assez célèbre de la revue, même si j'ai toujours trouvé ça un peu moyen personnellement. Les catégories, les parodies de films. Les coups d'œil étaient déjà meilleurs que les parodies à proprement parler, puisque au moins c'était juste des strips, plutôt que qu'une parodie en quelques pages qui raconte rien. Une bande dessinée assez fameuse dans Safarir a été Baptiste le Clochard, des gags en une page à propos de Baptiste, qui est un clochard, qui vit dans sa poubelle avec son chien. C'était fort amusant. Quoique ça paraissait aussi dans Le Soleil, un journal de Québec. Une autre bande dessinée notable dans Safarir, ça a été Les Aventures de Peg Kevlar. C'est une bande dessinée qui a été publiée de manière à suivre, chose exceptionnelle dans la revue, c'est pas son genre de pratique. C'était dans un style assez voisin du franco-belge classique. En fait, exactement le même style. L'aventure humoristique, c'est assez amusant. L'auteur a du talent, même si c'est pas exceptionnel non plus. Avec tout ça, il y a quelques maisons d'édition qui se sont spécialisées dans la bande dessinée, sans être de gigantesques maisons d'édition, qui ont pu faire des choses qui se sont démarquées. Voici un échantillon de quelques éditeurs, parmi les plus gros, si on peut appeler ça gros. Donc, La Pastèque, un éditeur qui est surtout connu pour la série des Paul, quoiqu'ils ont publié aussi les Michel Risque et les Red Ketchup, mais ils publient beaucoup de choses autres, telles que La liste des choses qui existent par Iris et Caton, une bande dessinée très amusante, où les auteurs parlent de divers sujets, de divers objets, qui prennent comme un point de départ pour parler de, par exemple, la bouteille, le patin, le timbre et plein d'autres choses. C'est très amusant. Un autre éditeur notable, c'est les éditions Paw Paw, qui publie plein de beaux livres, tels que notamment Ville et Misérable par Samuel Quentin, une bande dessinée que je trouve formidable.
C'est très drôle et ça pousse ça pousse un peu à la réflexion. Une belle bande dessinée. À une certaine époque, les éditions du 400 coups publiaient pas mal de bandes dessinées. Mais ils ont décidé de... En fait, après divers rachats et ventes éditoriales, ils se sont concentrés plutôt sur leur spécialité de littérature jeunesse. C'est dommage. Mais il y avait évidemment il y a eu plein de belles bandes dessinées qui ont été publiées, telles que Vina par Éric Thériault. Dans les éditeurs, j'oubliais Mécanique Générale et Station T. Évidemment, il y a aussi d'autres maisons d'édition qui sont beaucoup plus petites. Des micro-maisons d'édition on pourrait dire, telles que par exemple les éditions Trip, qui ont publié Un client habituel de Skip Jensen, une très belle bande dessinée à propos d'un tueur à gages. Un sujet particulier. Bon, l'auteur n'a pas un dessin le plus magnifique qui soit, mais c'est très intéressant ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé du même auteur et du même éditeur Oslo, La moitié mort. J'ai moins apprécié la suite qu'il a fait par après, qui à mon avis traîne à longueur. Pour un récit pas super intéressant, mais Oslo, c'était vraiment bien. Il y a aussi les éditions Rémi Paradis, qui publie d'autres choses, telles que Le poids du vide par le David Gauthier, une bande dessinée de science-fiction très intéressante, par un auteur au graphisme très réussi et qui est plutôt intelligent, ma foi, dans son propos. Un bien bel album qui mérite d'être découvert. Aussi, Lettonie, par Julien Paris-Sorel, chez un autre éditeur tout petit. C'était pas Franc-Froid? Oui, c'est ça, Franc-Froid. Donc, une bande dessinée très intéressante. Un autre petit éditeur intéressant, ce serait Colosse, qui a publié ce livre assez particulier par Saturnum, qui est en fait 2 livres en un seul. D'un côté, on a Winston Bentley, photographe de flocons et 12 autres histoires vraies, qui est un recueil de plusieurs anecdotes historiques amusantes, très intéressant. Et de l'autre côté, Saturnum, champion automobile, où Saturnum fait des gags divers dans un style parfois un peu expérimental. Donc, voilà, plein d'anecdotes historiques par Saturnum. Puis, on change de côté. Avec de l'humour divers et varié. Justement, parlant de publications originales, de livres particuliers, il y a surtout le domaine des fanzines, avec tout plein de bandes dessinées de collectifs par des groupes d'auteurs qui recueillent des histoires de plein d'auteurs différents, ou un auteur qui va auto-publier un livre. Justement, parfois, il peut être difficile de faire la différence entre un fanzine et un micro-éditeur. D'ailleurs, on va voir des maisons d'édition que j'ai déjà mentionnées revenir dans les fanzines. Zidara 9, publié par les éditions Rémi Paradis, un magazine de bande dessinée de science-fiction, qui recueille des histoires faites par plein d'auteurs différents, dans des styles différents. Justement, voici par exemple cette bande dessinée qui est dessinée
par Rémi Paradis sur un scénario de David Gauthier. Qui est une très belle histoire, avec une pub pour le poids du vide. Et plein d'autres bandes dessinées de science-fiction très intéressantes. Il faut savoir que les fanzines, par contre, déjà chez les petits éditeurs, les livres sont pas tous faciles à trouver, mais avec les fanzines, ça peut devenir mission impossible. Certains d'entre eux sont absolument introuvables. Et plusieurs ont arrêté de paraître. J'espère que Zidara 9 va revenir un jour, mais pour le moment, c'est arrêté. Le Bob a cessé sa publication, qui est une autre revue humoristique, avec plein d'auteurs talentueux, tels que Joël Sim, avec un super édito. Une bande dessinée signée Julien Dufour au dessin et Gugu Guillaume Rainville au scénario. La fameuse série des Arthro, à propos d'un héros omnubilé par lui-même, c'est extrêmement hilarant, qui mourit toujours. La série des Trapuraptor et Gorglorosaure par Matt Hordog, une série hilarante. Il y avait l'agenda, qui permettait à divers auteurs de faire des BD diverses. Non, cette fois-ci, c'est Alex A. et Sviane. Ah non, c'est Sviane qui a fait la BD. En tout cas, peut-être une collaboration, je sais pas. Et Jim qui a dessiné ça. La foire aux démons. Une série fort sympathique. What? Les aventures du Temple Mortel aussi, une autre série fort sympathique. Front Froid publiait sa propre revue avec Le Front. Plein d'auteurs. Je me dépêche parce qu'apparemment, il ne reste plus beaucoup de temps sur ma caméra. La revue Planche, qui techniquement est une revue, mais vu sa distribution, ça me semble pas tellement loin du fanzine. Avec plein d'auteurs différents. Un vieux truc que j'ai acheté il y a longtemps, BDlirium. Plein d'auteurs. Le Who, qui avait beaucoup de talent. Ah. Guillaume aussi, qui avait un certain talent, et plein d'auteurs talentueux, en fait. Aussi Exil. BDlirium était publié par une association. Exil était publié par un groupe étudiant. Et il y a tout plein de fanzines tels que Puanteur froide, À l'intérieur des têtes, Lapin Culta, Fredoun, beaucoup de talent, Super Pizza Time, Trap, Je déteste l'exposine, le titre m'a fait rire. Au milieu de la nuit, je lirai pas le reste du nom parce que c'est trop long. Un truc introuvable nulle part. Le numéro 2, non officiel, qui existe en encore moins d'exemplaires. RPG Maker Mag, où cette surnomme explore sa jeunesse et le logiciel RPG Maker. En espérant que je vais avoir le temps de faire un épisode pour le mois prochain, parce que
pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis en ce moment pas très en très grande forme avec... j'ai eu la COVID en mars et je suis toujours très fatigué. Le fait que je manque de temps est uniquement à cause de ça et n'a rien à voir avec le fait que j'ai acheté plein de jeux récemment. Bon, il n'y a plus de temps sur la caméra, donc voilà. Ce que je voulais montrer, c'était RZ, Zelda Breath of the Wild, Super Mario 3D Collection, Super Mario Odyssey qui occuperont pas du tout mon temps et voilà. Au revoir et à bientôt. Tourlou.